Quelque chose qui est souvent mentionné dans la réflexion, en particulier à la fin du 19e et au début du 20e siècle, l'histoire navale concerne les limites des infrastructures et les limites industrielles. Cela a limité soit la production totale, soit la taille des navires qui pouvaient être construits pour différentes marines. Cela revient assez souvent en ce qui concerne la marine nationale, la marine française, en gros à n'importe quelle période des années 1890 jusqu'à la fin de la période couverte par la chaîne. Mais cela peut aussi ressurgir dans certaines circonstances, par exemple lorsque vous examinez la série de conception. Cela mènerait finalement aux croiseurs de bataille G3 et aux conceptions de cuirassés N3 au Royaume-Uni au début des années 1920. Alors aujourd'hui, j'ai pensé rassembler certaines des différentes réponses que j'ai données dans divers dry dock et développer un peu plus, pour mieux illustrer ce que pourraient être certaines restrictions sur la construction d'une immense flotte de vaisseaux de destruction titanesque. Surtout pendant la période industrielle, disons grosso modo des années 1850 aux années 1950 que la chaîne couvre principalement. Donc, dans un ordre quelconque, nous allons examiner 7 grandes catégories d'infrastructures ou de problèmes liés à l'infrastructure qui pourraient influencer combien de navires et quelle taille de flotte vous pouvez réellement construire. La taille du chantier naval est la première que nous allons examiner maintenant. Cela peut sembler un peu évident, évidemment. La taille maximale de navire que vous pouvez construire dépend de la capacité de votre chantier naval. Ou est-ce dans des cas extrêmes? C'est en fait possible, certainement au début du XXe siècle, de construire la majeure partie de la coque d'un navire sur une cale de lancement, même si cette cale est en réalité trop courte pour l'ensemble du navire. Lancez la coque, puis fixez la proue et la poupe par la suite. C'est en fait ce qui a été fait avec le Richelieu français. Mais en dehors de ces situations uniques, la taille des navires que vous pouvez construire sera généralement limitée par la taille des chantiers navals dont vous disposez réellement. Mais c'est un peu plus complexe que cela. Nous avons une cale de lancement de 800 pieds, donc nous pouvons construire des navires jusqu'à 800 pieds de long. Mais les cales de lancement ne suffisent pas. Ou des formes de radoub si vous préférez faire flotter un navire plutôt que le lancer. Parce que le simple fait est qu'à un moment donné, ce navire aura besoin d'entretien. S'il part au combat, il aura sûrement aussi besoin de réparation à un moment. Donc, il vous faut un endroit pour construire un navire de cette taille, mais il vous faut aussi un endroit capable de mettre en cale sèche un navire de cette taille, parce qu'il ne sert à rien de construire un navire d'une taille ou d'une échelle particulièrement grande. Si une panne majeure survient ou une révision est nécessaire, vous n'avez tout simplement aucun endroit où le mettre. Et agrandir les chantiers navals pour accueillir de nouveaux modèles peut en réalité être assez compliqué. Maintenant, si vous avez de la chance, vous pourriez trouver un endroit où construire une toute nouvelle cale de lancement, mais je dis bien, c'est de la chance. Vous pourriez penser, attendez, mais vous recommencez vraiment de zéro, non? Bien sûr, cela va sûrement coûter beaucoup d'argent comparé au simple fait de rajouter 15 mètres à une cale de lancement existante, eh bien, on pourrait le croire, mais gardez à l'esprit que beaucoup de choses auront été construites autour de cette cale de lancement. Par exemple, les rails sur lesquels circulent vos grues, ou une route ou une voie ferrée par laquelle les fournitures et les matériaux sont acheminés, ou encore des bâtiments où ces matériaux sont stockés. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Allonger une cale de halage ou une forme de radoub peut impliquer de devoir démolir une bonne partie d'autres infrastructures et de les remplacer ou de les déplacer ailleurs, ou d'accepter la perte, peut-être en déviant certaines choses dans le cas des voies ferrées et des routes. Après tout le temps et l'argent dépensés et tous les bouleversements, vous pouvez alors commencer à dépenser l'argent pour vraiment allonger la cale de halage ou la forme de radoub. Un autre problème avec les cales de halage, et dans une certaine mesure avec les formes de radoub, c'est que très souvent, les anciennes cales de halage et formes de radoub ont pu être construites dans une rivière, un estuaire ou même dans un port naturel. Et cela pouvait accueillir les navires qui utilisaient ces installations, cependant, en agrandissant ces installations et donc en étant capable de recevoir ou de lancer des navires plus grands. Vous pouvez vous retrouver avec des contraintes géographiques. Par exemple, si vous avez une cale de halage de 600 pieds et que vous l'agrandissez à 900 pieds, eh bien, le navire que vous pouvez construire sur une cale de halage de 900 pieds
ira beaucoup plus loin dans l'eau sous l'effet de l'élan lorsque vous le lancerez que votre navire de 600 pieds, tout le reste étant égal. Et si vous vous trouvez dans un chantier naval situé sur une rivière, eh bien la rive opposée pourrait être un peu trop proche pour être rassurante. C'est pourquoi, par exemple, les photos du His Majesty's Ship Hood en construction le montrent bien. Sa cale de lancement est très précisément alignée avec une rivière affluente pour offrir un peu plus d'espace de glisse lors du lancement de la coque. Simplement parce qu'il pouvait avoir une cale de lancement suffisamment grande pour construire un croiseur de bataille de classe amiral, même si c'était tout juste possible dans ce chantier naval. Cela ne signifiait pas que chaque cale de lancement de ce chantier naval pouvait être agrandie pour cela, car presque toutes les autres cales de lancement auraient impliqué de percuter la rive opposée de la rivière. De même, avec les bassins de Radub, il faut parfois considérer les rayons de giration ou les zones d'eau peu profondes. Supposons que vous ayez déjà ou puissiez construire des cales de lancement et des bassins de Radub assez grands pour bâtir un grand navire. Super fantastique! Combien en avez-vous et où sont-ils situés? Vous voyez, c'est un autre problème qui va influencer la taille du navire que vous pouvez construire, parce que même si vous êtes une nation qui prévoit principalement de baser sa flotte près de ses eaux territoriales, construire un seul navire n'est généralement pas très utile. Vous avez tendance à vouloir construire une classe, mais une classe signifie plusieurs navires. Et cela signifie à la fois plusieurs coques en construction en même temps, en théorie du moins, et potentiellement plusieurs coques qui vont avoir besoin de maintenance en même temps. Cela signifie qu'une seule cale de lancement et un bassin de Radub ne suffiront pas. Parce que si vous devez construire une coque, la lancer, puis commencer à construire la coque suivante et la lancer, et ainsi de suite. Selon les délais de construction, il faudrait entre 8 et 12 ans avant que la dernière coque touche l'eau. Et ensuite, il faut encore procéder à l'aménagement et à la mise en service. Eh bien, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il fallait environ une décennie à une décennie et demie entre la pose des premières plaques de quilles et la mise en service du dernier navire dans une classe de 4, ce qui fait que ce dernier navire avait au minimum 1 ou 2 générations de retard et au pire pouvait être potentiellement obsolète. Sans compter que si vous envoyez cette classe au combat, supposons que 2 ou 3 soient endommagés et que vous n'ayez qu'une seule cale sèche pour les réparer. Encore une fois, au minimum, vous allez vous retrouver avec une bonne partie de vos meilleurs navires hors service pendant une longue période alors qu'ils attendent leur tour. Et au maximum, ou dans le pire des cas, vous pourriez vous retrouver avec des navires qui sombrent, ou simplement leurs problèmes qui s'aggravent alors qu'ils restent à quai en attendant qu'une cale sèche se libère. Et une autre variante, bien sûr, dans le pire des cas, c'est que si votre ennemi dispose de plus de chantiers navals et de cales sèches capables d'accueillir ses plus grands navires, ils pourraient réparer et remettre leurs navires en service avant que vous ne le fassiez avec la plupart des vôtres. Ainsi, quand ils reviennent pour la deuxième manche, vous êtes alors en position désavantageuse. Bien sûr, cela ne signifie pas que chaque navire d'une classe doit avoir une cale de lancement et une cale sèche. Bien que ce serait idéal, vous pouvez vous en sortir avec un peu moins dans des situations extrêmes, peut-être la moitié, surtout lorsqu'il s'agit de cales sèches. Mais cela rejoint l'autre point dont nous parlions, à savoir l'emplacement. Où se trouvent ces cales sèches? Où sont ces rampes de lancement? Si vous êtes une nation dont la marine est principalement basée dans les eaux territoriales, vous avez en fait un peu de chance. Parce que, bien sûr, si vous avez, disons, une classe de 4 navires, mais que vous n'avez que 2 cales sèches capables d'accueillir ces navires, dans la plupart des cas, cela ira probablement, du moins à court terme. Vous pourrez peut-être financer des améliorations pour d'autres cales sèches dans 5 ou 10 ans. Cependant, si vous êtes une marine qui prévoit de devenir mondiale, si vous êtes, disons, une nation européenne d'origine, et que votre navire risque potentiellement d'être endommagé dans l'Atlantique Sud, l'océan Indien ou l'océan Pacifique, la plupart des navires endommagés au minimum ne voudront pas traverser la planète entière pour des réparations. Cela coûterait énormément de temps, d'argent et d'opportunités. Parce que pendant que votre navire endommagé fait lentement le tour de la moitié de la planète, se fait réparer puis revient, vous êtes privé d'un navire. L'ennemi a donc un avantage. Un bassin de Radub plus proche permet des réparations bien plus rapides. Dans le pire des cas,
Le navire pourrait être endommagé et rentrer difficilement sur quelques centaines de kilomètres jusqu'à un bassin de radoub pour réparation. Il se peut qu'il ne soit pas capable de survivre à des milliers de kilomètres à l'autre bout du monde. Vos bassins de radoub à domicile, donc même si vous avez 2 ou 3 bassins de radoub pour une classe hypothétique de 4 navires chez vous, si vous combattez n'importe où sur la planète, vous devez avoir plus de bassins de radoub de cette taille, et toutes leurs grues associées et ainsi de suite, à divers endroits dans le monde. Ainsi, ces navires peuvent, en temps de bataille, être réparés et, en temps normal, être entretenus sans avoir à revenir constamment à vos ports d'attache. Et c'est ce facteur qui a en fait dicté une grande partie de la réduction des différentes conceptions qui mèneraient finalement aux classes G3 et N3. Pour les Britanniques, ce n'était pas que certaines des conceptions antérieures, comme les L3 et M3, ne pouvaient pas être construites au Royaume-Uni. Une ou deux allaient un peu loin, mais la plupart pouvaient à la fois être construites au Royaume-Uni et y être entretenues, même si le nombre d'installations de construction et d'entretien naval était très limité. Le plus gros problème concernait des endroits comme Gibraltar et Malte, et plus tard Singapour, des zones d'outre-mer où l'on s'attendait à ce que ces navires opèrent. Et ils ne disposaient pas de bassins de radoub de taille suffisante. Donc, les options étaient soit de moderniser tous ces bassins de radoub à grands frais, si tant est que ce soit physiquement possible, soit de réduire la taille du navire pour qu'il puisse entrer dans les bassins de radoub existants, ou alors qu'il puisse y entrer mais avec des possibilités limitées d'amélioration. C'est pourquoi, si vous êtes à Gibraltar et regardez vers le sud du port, vous verrez des bassins de radoub. Le plus grand de ces bassins de radoub a été un élément clé dans la conception des G3 et N3, parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'agrandissement et il pouvait accueillir un croiseur de bataille de la classe amiral, mais il ne pouvait pas accueillir certains des projets plus ambitieux qui étaient en cours de conception pour leur succéder. Une solution consiste à utiliser un bassin de radoub flottant que l'on peut déplacer où l'on veut. Vous pouvez l'emmener où vous voulez, mais cela représente une autre source de dépenses et de compétences qu'il faudrait justifier. Puis vient la question des ouvriers qualifiés ou de la main-d'œuvre spécialisée. Et cela peut être un autre facteur limitant parce que, d'une part, si vous n'avez qu'un certain nombre d'ouvriers qualifiés, ils ne peuvent construire qu'un nombre limité de navires à leur rythme maximal. Si vous voulez construire plus de navires, alors soit vous allez répartir votre main-d'œuvre qualifiée sur plusieurs cales, ce qui va ralentir la construction de chaque navire individuel. Ou bien vous serez limité dans le nombre de navires que vous pouvez construire, ou vous devrez compléter vos équipes de travail avec des ouvriers relativement non qualifiés, récemment recrutés, ce qui pourrait entraîner des problèmes. Ou il faudra peut-être former un groupe supplémentaire d'ouvriers qualifiés, ce qui prendra du temps et de l'argent. Et bien sûr, si vous prévoyez de maintenir ce rythme de construction, c'est fantastique. Sinon, vous pourriez peiner à attirer des ouvriers. S'ils savent qu'il y aura du travail 2 ou 3 ans, puis plus rien, cela peut poser problème. Et même si vous avez une main-d'œuvre relativement qualifiée, si vous essayez de construire quelque chose d'assez nouveau pour vous, il se peut qu'il n'ait pas l'expertise nécessaire pour le faire. Exactement ce que vous voulez. Pour cet exemple, regardons l'Allemagne dans les années 1930, bien que son industrie navale ait subi de lourdes pertes à cause du traité de Versailles et des événements de l'entre-deux-guerres. Au final, ils avaient toujours un noyau d'ouvriers de chantier naval relativement qualifiés, capables de construire ce que l'on pourrait appeler des navires de surface de type relativement standard, croiseurs, cuirassés, destroyers, ce genre de choses. Parfois, les conceptions étaient très inefficaces ou instables, mais les ouvriers n'en étaient pas responsables. Vous leur donniez les plans, ils construisaient ce que vous aviez conçu. Si vous n'étiez pas capable de concevoir un navire correctement, c'était votre problème, mais quand il s'agissait de construire le Graf Zeppelin et son navire jumeau, l'Allemagne n'avait jamais construit de porte-avions auparavant. Certains retards dans la construction du Graf Zeppelin étaient dus au manque de savoir-faire des ouvriers pour construire des porte-avions, un chantier différent des navires de guerre classiques. Ils ont rencontré des difficultés causant retard, surcoût et la nécessité de refaire certaines parties. Et bien sûr, ils apprennent au fur et à mesure.
Et donc, s'ils avaient décidé de poursuivre le programme de porte-avions et de construire le Flugzeugträger C ou D, ils auraient presque certainement été achevés plus rapidement. Sans la Seconde Guerre mondiale, le Graf Zeppelin et la baie Flugzeugträger ont subi d'importants retards. Tout simplement parce que les ouvriers ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils faisaient lorsqu'il s'agissait de les construire. Et en ce qui concerne le nombre d'ouvriers qualifiés, c'est l'une des raisons pour lesquelles le His Majesty's Ship Vanguard, bien qu'il ait été posé théoriquement à un moment où il aurait dû être achevé pour les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale, n'a même pas été lancé avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, une partie de ces pauses était délibérée, mais une grande partie de ces interruptions est simplement due au fait qu'il n'y avait tout simplement pas assez de constructeurs de navires de ligne qualifiés au Royaume-Uni. À l'époque, une fois que vous preniez en compte tous les autres grands navires de ligne qu'ils construisaient, ce qui incluait les porte-avions et tous les grands navires de ligne, ils étaient en train de réparer et de s'occuper de tout le reste qu'ils devaient construire et réparer. Donc, à un moment donné, par exemple, l'Implacable, qui était un porte-avions, et le Vanguard étaient en cours de construction dans le même complexe naval, mais il n'y avait pas assez d'ouvriers qualifiés pour les navires capitaux dans la main-d'œuvre pour travailler à temps plein sur les deux, donc il a fallu prendre une décision. Nous devrons mettre un projet en pause pour finir l'autre dans un délai raisonnable, sinon les deux prendront beaucoup de retard. Ils ont finalement choisi de construire l'Implacable avant le Vanguard, le porte-avions ayant ainsi été terminé en premier. Les équipes ont ensuite repris la construction du Vanguard, qui, bien sûr, avait peu progressé entre-temps. Nous allons maintenant aborder brièvement la fabrication des canons. Bien sûr, si vous avez un navire, disons équipé de canons de 12 pouces, et que vous voulez ensuite l'armer avec des canons de 13,5 ou 14 pouces, votre industrie de fabrication de canons doit être capable de construire ces canons ou éventuellement de les acheter à l'étranger. Mais en supposant que vous vouliez tout garder en interne, cela signifie potentiellement toutes sortes de mises à niveau intéressantes dans vos fonderies de canons. Ce que, pour être honnête, j'ai déjà abordé dans des vidéos séparées sur la fabrication des canons navals, donc je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais il suffit de dire que allonger les fosses à canon et augmenter la taille des tours, et ainsi de suite, ainsi que les forges, d'ailleurs, pour fabriquer une artillerie navale nettement plus grande, cela demande pas mal d'investissement et de temps. Et si vous n'êtes pas prêt à faire cet investissement et à y consacrer du temps, alors vous n'obtiendrez pas de canons plus gros. Ce qui veut dire que vous allez devoir prendre une décision dans le meilleur des cas. Les armes que vous avez déjà fonctionneront toujours, au moins à des distances plus courtes, et vous pouvez simplement essayer d'en avoir plus. Dans le pire des cas, vous vous retrouvez dans une situation où l'ennemi construit ses navires pour contrer leurs nouveaux canons, plus gros. Et donc, il n'importe plus vraiment combien de vos petits canons vous mettez sur un navire. À la plupart des distances de combat, les navires ennemis y seront insensibles ou partiellement. Un exemple de cela serait les classes françaises Normandie et Lion, car si vous regardez leur histoire de développement d'un point de vue purement objectif, c'est en partie le cas pour les Normandies et absolument pour les Lions. Les Français voulaient pouvoir égaler l'augmentation du calibre des canons qu'ils voyaient dans différentes autres marines. Mais bien que les fabricants de canons français puissent, en théorie, moderniser leurs installations pour pouvoir construire des canons de 15 pouces, pour notre propos, le simple fait était que cela allait coûter beaucoup de temps et d'argent, et le gouvernement français ne voulait pas dépenser cet argent ni investir autant de temps pour le faire. Ils ont donc conclu que la solution la plus simple, rapide et économique était d'inventer la tourelle quadruple de 134 pouces, initialement pour les Normandies, puis pour les Léons. Il suffisait d'en ajouter une autre. Même si, honnêtement, la Marine nationale était bien consciente qu'au moment de la conception des Lions, il pouvait être très en retard tant sur la puissance de pénétration que sur la protection. Il n'avait pas vraiment le choix car, en fin de compte, le gouvernement tenait les cordons de la bourse et ne voulait ou ne pouvait pas financer les améliorations chez les fabricants de canons. Ensuite, nous passons maintenant à votre capacité industrielle globale. Nous avons évoqué la taille maximale d'un cuirassé, d'un croiseur de bataille, d'un porte-avions, ainsi que la main-d'œuvre qualifiée requise pour ces navires. Pouvez-vous construire les plus gros canons et ce genre de choses? En réalité, c'est surtout votre base industrielle qui fait la différence. Il existe de nombreux éléments comme les turbines à engrenages,
à produire en masse pour constituer une grande marine. Les croiseurs, destroyers et escorteurs nécessitent tous une propulsion. Et en fait, c'est une industrie assez spécialisée qui fabrique les turbines à engrenages et plus précisément les ensembles d'engrenages pour celles-ci. Donc, si vous voulez construire des centaines et des centaines de destroyers et que vous voulez qu'ils soient rapides et performants, vous devez soit disposer d'une immense base industrielle capable de soutenir cela, soit accepter que vous ne pouvez pas le construire. Ou vous adoptez des solutions créatives de seconde main. Cela reviendrait par exemple à les doter de moteurs diesel, turboélectriques ou, pour les petits escorteurs, de moteurs à triple expansion verticale. Même les États-Unis, durant la Seconde Guerre mondiale, sont quelque peu. Parfois, dans l'histoire populaire, considérée comme un puits sans fond de capacité de production, les États-Unis se heurtaient à ce genre de goulet d'étranglement. D'où les ensembles de systèmes de propulsion plutôt étranges et merveilleux que l'on pouvait trouver dans différentes classes d'escorteurs, de destroyers, entre autres choses. À un niveau plus fondamental, prenons les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale comme exemple par leur taille impressionnante. Même la fabrication de l'acier, en particulier dans les quantités et de la qualité nécessaires à la construction navale, peut constituer un goulot d'étranglement. Si vous voulez construire, disons, 50 000 tonnes de navires, une bonne partie de cela sera fabriquée à partir d'acier de différentes compositions. Et si votre industrie n'est pas capable de vous fournir 50 000 tonnes d'acier pour la construction navale, dans les types requis, dans le délai requis, gardez à l'esprit qu'en construisant une grande marine, vous augmentez probablement aussi la production de chars et d'avions. Vous devez aussi assurer l'approvisionnement intérieur en divers biens. Vous ne pouvez donc pas consacrer toute la production d'acier à la construction navale. Ensuite, des goulets d'étranglement vous empêcheront de construire tous les navires que vous voulez, quand vous le voulez. C'était l'une des raisons du retard des croiseurs de bataille de la classe Alaska, car un choix devait être fait. Où allons-nous envoyer nos quantités limitées d'acier STS? Et ils ont décidé qu'il valait mieux l'utiliser pour les porte-avions et leurs escorteurs, du moins pendant les années de pénurie. Encore une fois, on peut surmonter cela dans une certaine mesure en important de l'étranger, du Royaume-Uni par exemple. En tentant de reconstruire ses capacités de production de blindage dans les années 1930, il a finalement acheté beaucoup d'acier blindé homogène à plusieurs fabricants tchèques. Cependant, cela a rencontré deux problèmes. Premièrement, s'il y avait des problèmes avec ce blindage, il fallait le renvoyer pour des contrôles de qualité ou des refabrications. Et ainsi de suite, c'était évidemment bien plus complexe que si cela avait été local. Mais deuxièmement, même si la qualité était élevée, et la plupart des blindages tchèques, dans ce cas précis, étaient en fait plutôt bons. Cela dépend du fait que les fabricants de blindages tchèques soient à la fois disposés et capables de continuer à vous vendre des blindages. Et faire venir le matériel de l'étranger va déjà vous coûter un peu plus cher de toute façon. Et bien sûr, pour la République tchèque ou la Tchécoslovaquie, comme on disait alors, cette petite chose appelée l'invasion allemande signifiait que, même s'ils l'avaient voulu, il n'y avait aucun moyen pour les Tchèques de continuer à fournir des blindés à la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un risque pris. Ou, si l'on veut remonter un peu plus loin, les Britanniques importaient des fusées pour leurs obus au tournant du 19e et du 20e siècle. Des Allemands, cela ne pose aucun problème, jusqu'à ce que les Allemands arrêtent de vous en vendre. Et cela nous amène à notre avant-dernier point que j'ai vaguement appelé objet technologique unique. Ici, il s'agit de se concentrer davantage sur des problèmes précis plutôt que sur votre capacité industrielle globale à produire en masse, parce qu'il existe certaines technologies qui, soit à l'époque, soit de manière plus générale, pouvaient être assez uniques à la construction de navires de guerre. Par exemple, les systèmes de télémètres à grande échelle et les calculateurs de conduite de tir pour transformer ces données en solutions de tir. Ou, pendant une période relativement transitoire, les turbines à vapeur entre 1900 et 1910. Ces éléments peuvent, du moins au début de leur conception et de leur mise en service, être totalement étrangers et donc leur acquisition peut comporter plusieurs risques.
quelqu'un peut ne pas vouloir vous les vendre du tout, ou bien il peut vous vendre la génération précédente, celle qu'il vend à son propre pays, ou ils peuvent être disposés à vous vendre leur toute dernière et meilleure technologie. Mais ils peuvent vouloir vous faire payer une somme énorme pour cela. C'est l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles les Dreadnoughts de la classe Nassau n'étaient pas équipés de turbines à vapeur. Parce qu'à l'époque, la marine impériale allemande avait envisagé d'acheter des turbines Parsons, ou au moins une licence pour les construire. Parson a répondu « Oui, c'est très bien, nous serons ravis de vous le vendre, mais nous demandons 1 million de marques de commission à chaque construction ou achat. » La somme était si dérisoire qu'ils ont choisi de garder les moteurs à triple expansion verticale, jusqu'à ce que les entreprises allemandes de construction de turbines puissent fournir le matériel, ce qui a entraîné un certain retard dans l'introduction de la turbine à vapeur dans la flotte de combat allemande. Donc encore une fois, vous avez un problème. Avez-vous la chose? Et si ce n'est pas le cas, pouvez-vous fabriquer quelque chose de similaire? Et si vous ne pouvez pas faire cela, pouvez-vous vous le procurer à l'étranger? Et si vous l'obtenez à l'étranger, est-ce abordable? Et est-ce que votre fournisseur étranger pourra continuer à vous fournir ces produits à l'avenir? Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne souhaitait acheter plus de canons de 127 MUMIG-38 pour transformer d'anciens navires en croiseurs anti-aériens. Et il voulait vraiment acheter un bon nombre de systèmes de conduite de tir anti-aérienne Mark 37 afin d'équiper non seulement les croiseurs anti-aériens, mais aussi divers autres navires. Bien que la Grande-Bretagne ait eu des canons de 102 mm 114 mm 133 mm, et un système de contrôle à grande élévation. Ils ont admis que le 127 mm était une arme vraiment excellente. Leur seule arme similaire était le canon de 114 mm, mais ils n'en produisaient pas beaucoup à l'époque. Et lorsqu'il s'agissait d'une comparaison entre le Axe 4 et le Mark 37, eh bien, le Axe 4 est beaucoup critiqué, et peut-être un peu trop dans certains cercles, mais il n'était certainement pas aussi bon que le Mark 37 et ses systèmes associés aux États-Unis. Donc, parfait, nous pouvons acheter aux Américains parce que, eh bien, nous sommes alliés avec eux, voilà. Mais les Américains construisent aussi beaucoup de navires. Ils veulent évidemment équiper leurs navires de canons de 5 pouces 38 et de Mark 37 en privilégiant leurs propres bâtiments. Donc, peu importe combien la Grande-Bretagne pourrait en demander, et peu importe combien elle pourrait les payer, elle est en fin de file. Et c'est un peu un problème quand il s'agit de la pointe de la technologie unique, à moins que vous n'ayez quelque chose d'aussi nécessaire pour l'autre partie, ce qui les pousserait à lâcher quelques systèmes dont vous avez besoin. En supposant qu'ils puissent les fabriquer à l'échelle nécessaire pour répondre à la demande de 2 nations entières, vous risquez d'attendre un certain temps. Et enfin, il y a les approvisionnements et la logistique. Et je ne parle pas du soutien des navires une fois qu'ils sont effectivement construits, mis en service et déployés sur le terrain. Je parle des approvisionnements et de la logistique. Rien que pour acheminer les matériaux jusqu'aux endroits où vous construisez ou, peut-être plus tard, réaménager vos flottes et pour les obtenir dans les quantités nécessaires. C'est très bien, mais si vous avez un train spécialisé pour transporter de grandes chaudières navales, cela suffit pour construire une douzaine de navires. Même si ce train fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il se peut qu'il ne soit pas capable d'apporter tous les composants aussi rapidement que nécessaire. Donc à ce moment-là, il faut soit construire plus de trains, soit des usines plus proches, soit doubler la voie, ou peut-être une combinaison de ces solutions. C'était un problème auquel les Japonais ont été confrontés avec la classe Yamato. Oui, leurs fabricants ont pu construire le 181 pouces, ils ont tenté un modèle plus grand sans succès, puis ont adopté le 181. L'usine de canon et le site de construction du Yamato et du Musashi étaient 2 lieux très différents. Et ils n'avaient pas l'infrastructure routière ou ferroviaire capable de transporter ces armes, ni les navires capables de transporter ces choses. Et donc, ils ont été forcés d'ajouter une paire de navires à leur inventaire conçu spécialement pour transporter les énormes canons de 181 pouces de l'usine au site d'installation sur les navires. Pour les Japonais, les Yamato incarnaient le prestige et ils étaient prêts à en payer le prix.
Mais de la même manière, si vous essayez de construire une marine et que vous avez ces problèmes d'approvisionnement et de logistique, que ce soit pour déplacer des canons ou pour transporter une quantité suffisante de fournitures ou autres, vous pourriez bien finir par devoir payer énormément pour l'infrastructure. Ce n'est même pas dans un chantier naval, simplement pour acheminer ce dont vous avez besoin jusqu'au chantier naval afin de construire les navires. Et si vous n'y parvenez pas correctement, le nombre de navires que vous pourrez construire sera limité. Voilà donc un rapide aperçu de certains des plus grands problèmes qui entourent tout cela. Qu'est-ce qui vous empêche exactement de construire soit de très grands navires, soit un très grand nombre de navires, ou les deux? Pour se développer rapidement votre marine de 1850 à 1950, merci de votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.